bonjour à tous, de retour sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouveau CQFR, ceux que l'on a retenu de la nuit. Je me souvenais plus du nom initial, tiens. Ce que l'on a retenu de la nuit, c'est-à-dire qu'avec Shai, on va décrypter ensemble ce qui s'est passé cette nuit en NBA. Et Shai, je vais te laisser la parole. Il n'y avait que 6 matchs. Je vais te laisser commencer par le match de ton choix, celui qui t'a le plus marqué, que ce soit une perf, etc. Alors, celui qui m'a le plus marqué, bon, tu te doutes bien, comme on le disait hier dans la Head Session, j'ai regardé évidemment le match entre Orlando et OKC avec le retrait de maillot de Shaq et le match en lui-même était pas mal. Je pense quand même que le truc marquant, enfin ce qui m'a le plus surpris en tout cas dans la nuit, c'est peut-être la défaite des Bucks. La défaite Ouais. des Bucks contre le Heat à Milwaukee. On avait été plutôt positif les dernières fois en disant que Milwaukee se mettait un peu à défendre, que Doc Rivers voulait cette identité défensive. Et résultat, à domicile, ils ont pris 123 à 97 contre une équipe décimée de Miami, encore une fois. Et j'ai trouvé ça assez surprenant, je m'y attendais pas en tout cas. Ouais, je pense qu'il y a eu un gros relâchement du côté des Bucks. La veille, ils ont joué les Nuggets, donc ils étaient en back-to-back. Mm. C'est vrai que la veille, ils limitent les Nuggets sous les 100 points. On entend Yanis nous dire, bah voilà, on fait tous les efforts, on se relâche pas, il n'y a pas d'excuses. Doc Rivers nous impose un standard élevé. Puis comme tu l'as dit derrière, ils ont encaissé 123 points contre une équipe de Miami sans Jimmy Butler, sans Terry Rozier évidemment, sans Josh Richardson, mené par 24 points de Nikola Jovic et 23 points de Duncan Robinson. C'est vrai que ça fait un peu tâche. Et triple-double aussi de Bam Adebayo, 16 points, 12 rebonds, on se passe. Jovic, il avait joué 3 minutes depuis le 27 janvier dernier. Donc en début de saison, on sait que Spoelstra le faisait pas mal jouer. Après, il y a eu les rumeurs qu'il envoyait un peu à droite à gauche parce que ça pouvait être un des assets. Alors d'abord, c'était pour le fameux trade de Lillard, il faisait partie de la proposition. Puis après, il y a d'autres opportunités peut-être où Jovic serait impliqué. Au final, là, il rejoue. Enfin, tu te rends compte, 3 minutes depuis le 27 janvier, il est dans le 5, il met 24 points, record en carrière. Pour aider Bam Adebayo, comme tu le disais, qui a fait un triple-double, 16 points, 12 rebonds, 11 passes. Duncan Robinson, 23 points. C'est ces trois-là qui ont porté l'équipe. Ça a commencé super fort, 40 points encaissés par Milwaukee tout de suite. On a retrouvé les travers, les fameux travers dont on parlait depuis le début de la saison. On va espérer que c'est qu'une mauvaise parenthèse, que c'est un petit incident après deux matchs vraiment plus solides où ils avaient encaissé moins de 100 points. Disons que ça fait un peu tâche à la maison contre un adversaire sans son meilleur joueur et sans deux joueurs importants de la rotation quand même. Je te propose qu'on enchaîne du coup sur le Thunder Magic que tu avais Ouais. évoqué. C'était effectivement une soirée un peu spéciale. Première fois qu'Orlando retirait un maillot, c'est le numéro 32 de Shaquille O'Neal. Mm. Il a passé que 4 saisons à Orlando. Premier choix de la draft 92. Mais 4 saisons très marquantes pour le coup. Déjà parce que c'était un joueur absolument exceptionnel. Il a formé un duo légendaire avec Penny Hardaway. Il a mené le Magic en finale. Il a mis Orlando sur la carte du Ah basket. ouais, clairement. Et c'était tout à fait logique que le Magic finisse par retirer son maillot. C'est le terme. Mettre sur la carte, c'est vraiment ça, parce que c'était une franchise assez jeune, mais donc qui était qui profitait, 89, je crois, la ouais, création qui du Magic. profitait, qui a dû fonctionner avec une draft d'expansion. Et puis, Shaq, c'est vraiment le joueur qui a changé tout ça. Moi, forcément, ça m'évoque une tonne de souvenirs. Voilà, c'était le joueur déjà à Orlando, hein, parce qu'on parle du Shaq des Lakers qui nous a un peu tous traumatisés par sa domination physique. Le Shaq d'Orlando, je vous invite à regarder si vous êtes jamais vraiment penché sur cette équipe d'Orlando. Il y a un documentaire 30 for 30 aussi qui a été fait très très bon dessus, qui montre aussi comment les deux se sont séparés, comment Shaq et Penny ont finalement pas réussi à cohabiter et Shaq a voulu voir plus grand. Mais ouais, l'hommage était sympa. Juste après les sessions, je suis content, j'ai pu me connecter à temps pour voir ça. Avec sa petite veste bien stylée, avec le design du Magic de l'époque, voilà, ça rappelle des choses. Voilà, leur maillot vintage, ça reste pour moi les meilleurs maillots de la NBA sentimentalement. Et même, je pense que Il est beau. quand on n'est pas fan du Magic, même, je trouve que ça rappelle une certaine époque. Après, cet hommage pour Shaq n'a pas empêché Orlando de perdre le match. Ouais, 127 à 113 pour OKC. Deuxième match de suite où Shea Gilgeous-Alexander et Jalen Williams sont chacun Ouais. passé la barre des 30 points. Dans le match d'avant, je crois que c'était 32 pour Shea Gilgeous-Alexander, non, pardon, 39 pour Shea Gilgeous-Alexander, 32 pour Jalen Williams. Là, 33 pour Jalen Williams, 32 pour Shea Gilgeous-Alexander. C'est vraiment le tandem Mm. en force, là, en vogue du côté d'OKC et ça a fait la différence. Jalen Williams joue comme un All-Star, hein. Enfin, Ouais, là, c'est. ouais, ouais, C'est-à-dire que le clairement. gars est arrivé l'année dernière, c'était un rookie un peu surprenant qu'on n'a pas trop vu venir au début, même s'il avait été drafté assez haut. Il avait été excellent. Là, il joue incroyablement bien. On en revient à ce qu'on disait, ce qu'on a dit plusieurs fois en début de saison. On se disait alors qu'est-ce que c'est la hiérarchie. Holmgren est déjà super fort. Là, match après match, le gars enchaîne les perfs fortes au scoring. Puis il n'a pas que ça, c'est un joueur plutôt polyvalent.
Et là, à nouveau, il a formé un tandem super tranchant avec Shai Gilgeous-Alexander. 32 points et 33 points, comme tu disais. Euh, ça a été un peu poussif pour OKC, parce qu'Orlando a commencé très fort. Notamment Jalen Suggs qui enchaînait les paniers à 3 points. Je me suis dit, bon, ce match sent bon pour le Magic. Et finalement, comme souvent, quand OKC prend un peu de retard, à l'exception peut-être du match contre Dallas l'autre jour, OKC panique jamais. C'est cette fameuse équipe qui est faussement jeune, qui fait qui a jamais de séquence vraiment erratique où c'est n'importe quoi, et ils arrivent à garder leur calme, à revenir dans les matchs, à reprendre le contrôle. Et ça a encore été le cas là. Le troisième carton de Shea est assez magnifique, je trouve. Enfin, en tout cas, Il les met 5. 13 points en 5 Ouais, minutes. voilà, j'allais dire, il y a un stretch de 5 minutes où il trouve ses positions préférentielles, et il exécute à merveille, avec la maturité d'un mec de 33-34 ans. Voilà, on se répète, mais c'est une star, c'est un candidat plus que sérieux pour le MVP, ça ne change pas. J'ai vu qu'il était deuxième d'ailleurs des bookmakers derrière Nicolas. Pas des bookmakers, enfin il est aussi Ouais, ils deuxième ont des fait bookmakers, un mais sondage, ouais. ESPN a fait un premier sondage où il termine deuxième derrière Jokic. Jokic a quand même une nette avance, mais voilà, il est deuxième et on sait que ça peut se renverser plus tard que ça dans la saison l'an dernier. Ils avaient fait le sondage, ou alors c'est peut-être à peu près au même moment. Il me Mhm. semble que c'était un poil plus tard et Jokic était Ouais. devant Embiid assez nettement, donc ça peut encore Il, il s'inverser. y a quand même, il y a quand même un mec qui a pas mis Shea dans le 5, hein, dans les votes. Je crois qu'ils ont fait sur 100 personnes, ils en sont des 100 votants. Il y a un mec qui a pas mis Shea dans le 5, enfin à l'une des 5 Oui, il a premières eu positions. 99 votes, t'as raison. Voilà, donnez les noms, qu'on les On veut les pende, blazes. qu'on les pende haut et court. Qu'on les affiche dans un CQFR, dans une let's session. Du côté du Magic, 23 points, 10 passes pour Paolo Banchero. Marquer 127 points contre Orlando, c'est fort, mine de rien. C'est pas mal, Quand même, c'est une quand bonne même une défense, ouais. équipe très, très défensive, très athlétique. Allez, autre match, le thriller de la nuit, un peu, c'était le choc. On peut parler de choc entre Ouais. Sacramento et Phoenix. Choc, en tout cas, pour deux équipes qui aspirent au top 5 de la conférence Ouest. Les Suns, la hiérarchie, entre guillemets, a été respectée parce que l'équipe la mieux classée l'a emporté. Phoenix a battu Sacramento sur le fil, 130-125. Alors, c'est dommage si la dernière minute était moche, gâchée par des lancers francs, etc. Mais sinon, c'était quand même un match avec du suspense jusqu'au bout. 28 points de Kevin Durant, 25 points de Devin Booker, dont 20, je pense 20 en deuxième mi-temps. Il y a eu un gros duel Booker-Fox, en fait. Ouais. Plusieurs paniers importants pour Booker. Et un panier important pour un joueur qui a bien réussi ses débuts, c'est Royce O'Neal. Ouais. Il a mis un 3 points important et il a fini avec 9 points, mais 4 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, un bloc et donc un 3 points décisif pour redonner de l'air à Phoenix dans la dernière minute. Ouais, 30 minutes et une belle activité pour lui. C'est leur recrue. Bon, ils ont recruté Tadeusz Young hier ou avant-hier. Bon, Ouais. c'est un joueur de complément, Ouais. un peu vétéran, mais Royce O'Neal, c'est la pièce qu'il cherchait dans ce registre de bon défenseur à droit à 3 points, enfin, capable de faire un peu tout. Ça ressemble déjà à une très bonne, à une très bonne recrue pour Phoenix. Et dans ce match-là, il a effectivement été important. Euh, Phoenix avait quand même 11 points de retard à un moment en deuxième mi-temps. Et pareil, Ouais. ils ont réussi à inverser la tendance. Et franchement, quand tu survis un match où il y a Sabonis à 35 points, 18 rebonds, 12 passes, et D'Aaron Fox à 40 points, je pense que tu peux être assez content. Et les Kings peuvent être frustrés que leurs deux stars aient cartonné autant sans que ça a été suivi d'effet. Fox, il a pris 31 tirs, Sabonis 22. Il y a eu des moments dans le match où ça donnait vraiment l'impression qu'il n'y avait que deux mecs qui jouaient. Ouais. Du côté de Sacramento, Keegan Murray était transparent, Harrison Barnes, bon, il est un peu vieux. Kevin Huerter a pas beaucoup joué au final. Voilà, on voit. En fait, j'ai l'impression que souvent avec les Kings, on voit trois hommes, quoi. Malik Monk, pour le coup, là, c'est ceux qui ont scoré, mais c'est souvent ceux qu'on voit. Malik Monk, D'Aaron Fox, Domantas Sabonis. Le reste autour, je pense que cet été, parce que voilà, Sacramento fait partie des équipes vraiment susceptibles de sortir au play-in. C'est triste de le dire comme ça, même si sur un match, ils sont capables de tout. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas exactement la même poigne que l'an dernier. Et pourtant, ils étaient déjà sortis au premier tour. Je ne serais pas surpris que cet été, il y ait un relifting autour de Fox, Sabonis et... Murray va rester, évidemment, Ouais. et Monk. Mais voilà, il risque d'y avoir des pièces qui changent, que ce soit Barnes, que ce soit Huerter. Je ne serais pas étonné que Huerter, notamment, ça bouge. Il pourrait y avoir du changement. Juste du côté des Suns, blessure de Bradley Beal, pardon, tu allais dire quelque chose. Non, c'est juste pour finir sur les Kings. Ça reste une équipe qui est dangereuse et que je pense que tu n'aimes pas affronter sur un tour de playoff parce qu'offensivement, ils peuvent te mettre la tête sous l'eau. Mais il y a le côté, il n'y a plus l'effet de surprise, tu sais,
Mm. Et malgré ça, ils ont plutôt bien survécu à ce phénomène qu'on voit souvent où une équipe qui a surpris la saison précédente a du mal à enchaîner. Je veux dire, ils sont encore dans la discussion pour, tu le disais, hein, ils visent, ils espèrent enfin, éviter le play-in. Mais il y a des matchs comme ça où on se dit que, effectivement, peut-être aussi par la force de l'habitude avec les Kings, mais on se dit qu'ils sont peut-être un peu plus limités que d'autres équipes de l'Ouest avec peut-être un effectif plus solide. Mais moi, j'espère qu'ils nous surprendront encore, hein. Moi, j'ai bien aimé l'atmosphère autour d'eux l'année dernière. C'est une équipe sympa à Voilà, regarder. et même là, je veux dire, ça reste Fox, Sabonis et tout. C'est même Malik Monk, j'aime bien aussi, ça reste spectaculaire. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Mais là, ouais, les défaites comme ça, elles piquent un peu. Ouais. Et juste les Suns aussi, alors bon, donc je disais Bill est Bill, ouais. sorti sur blessure, mais les Suns ont trouvé leur rotation à 8, pardon. Mm. En playoff, en fait, on se rend compte qu'il y a souvent 8 joueurs qui jouent, quoi. Si t'as pas de Ouais. blessés, c'est vraiment ton top 8 qui joue. Là, bah, au-delà de leurs 5 majeurs, donc Booker, Allen, Bill, Nurkic, Durant, il y a O'Neal, Okogie et Eric Gordon. C'est leurs 3 remplaçants phares, en fait. Et voilà, et ça va tourner sur ces 8-là, et c'est un top 8 très correct, Mm. qui a des lacunes quand même, mais très correct, qui va justement là aussi être difficile à bouger. Pour le coup, je pense que les Suns ne feront pas le play-in. On verra, je pense qu'ils vont rentrer quand même directement dans le top Ouais, c'est bien 6. parti. Ils sont là, ils sont dans le top 5. Ils sont plutôt sur une bonne dynamique. Ils sont cinquième, ouais. Voilà, après, il faudra voir encore Bill. Enfin, Bill se blesse encore assez souvent. C'est toujours pareil, il faudrait que les trois arrivent à fonctionner bien ensemble pour pas qu'on ait l'impression qu'ils se découvrent sur un premier tour de playoff, tu vois. Une dizaine, quinzaine de matchs, c'est pas encore, c'est pas encore assez, je pense, pour développer quelque chose d'assez solide en playoff, mais bon. Et ils ont déjà joué plus de matchs que ça, parce qu'ils ont joué plus de matchs que le trio Oui, Harden, c'est Kyrie, vrai. Durant, Ouais, mais ce c'est qui est, un, ce qui est c'est un, dingue. c'est un trio historiquement avec un nombre de matchs historiquement faible aussi. Mais, Ouais. mais oui, non, non, mais t'as raison, ils ont joué des matchs ensemble. C'est juste que ponctuellement, il y en a toujours un qui manque et Bill a du mal à éviter les blessures aussi. Allez, on enchaîne avec la victoire de Minnesota, par exemple. Minnesota qui a battu Portland 121-109, Ouais. 41 points d'Anthony Edwards, 16 points, 15 rebonds pour Rudy Gobert. Bon, il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur ce match. Les Timberwolves ont fait le taf en allant s'imposer à l'extérieur. Mm. Il y a eu une bonne. On parlait de Scoot dans la late session d'hier. Il y a eu une performance plutôt correcte de la part de Scoot Anderson, 14 points, 9 passes. Voilà. Et 22 points, 16 rebonds de Dominator. voilà, j'allais dire Différence. que les fans attendaient le point de Dominaton. Il a tenu son rang contre Gobert. Ouais, 22 points, 16 rebonds. Gobert, sixième double-double de suite, 16 points, 15 rebonds. Rudy est bien. Et à nouveau dans les médias, il apparaît assez confiant. Je pense que l'objectif du DPOI est plutôt en bonne voie et il sait que ça va être quand même assez marquant sur le CV. Donc je le trouve bien en confiance. Et Minnesota, tu vois, en back-to-back, tu peux perdre des matchs un peu pourris comme ça. On a vu des équipes de tête Ouais. perdre des matchs comme ça. Ils arrivent à faire le taf. Anthony Edwards était incertain en plus, hein. Donc, et un mec incertain qui claque 41 points, ça va, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ils confortent leur première place à l'Ouest, malgré la pression d'OKC qui a gagné à Orlando. Vu qu'on parle des Français, c'est presque un des événements de la nuit, c'est Ah peut-être oui, même l'événement de la nuit. oui, Evan Fournier a joué ouais. avec les Pistons, il faisait ses débuts. Détroit a perdu contre Los Angeles, contre les Lakers, 125-111, mais 25 minutes pour Evan Fournier, 13 points, 4 rebonds, 2 interceptions. Alors, j'ai pas regardé en même temps, il y avait le Suns Kings, donc Mm. j'étais plus sur Suns Kings, mais voilà, il a pu rejouer. On savait pas trop quel serait son rôle. Monty Williams ne voulait rien lui Mm. promettre. Fournier lui-même reconnaissait qu'on lui avait rien dit jusqu'à présent, mais là pour le coup il a joué 25 minutes et voilà, il a pu se montrer, donc j'espère que ça va continuer pour lui. C'est ça. Si c'est ça, il n'y a pas besoin de. On parlait d'un buy-out peut-être si, Ouais. si toutefois les opportunités se présentaient pas. Peu importe finalement, là, c'est aussi ce qu'on a dit lorsqu'on a parlé d'Evan ces derniers mois. C'est au final pas besoin d'une situation contender, pas contender, on s'en fout un peu. Il lui faut du temps de jeu parce qu'il va jouer les Jeux Olympiques les plus importants de sa carrière, logiquement. Enfin, on l'espère pour lui. Hein, c'est quand même un cadre du groupe. Et il peut pas les jouer enfin, il peut pas les jouer. Si, il peut les jouer techniquement, mais ce serait trop handicapant. Sortir de 2 saisons blanches et arriver sur ce rendez-vous-là comme ça, c'est pas possible. Donc là, tout est bon à prendre. Si c'est 25 minutes chez les Pistons et qu'ils perdent encore 30 matchs, franchement, on s'en fiche. Du moment qu'il a la répétition, le temps de jeu et qu'il reprend un peu confiance, si ça passe par là, honnêtement, qu'il reste à Détroit et on verra par la suite. Mais pour lui et pour l'équipe de France, c'est très bien. Si son rôle c'est celui-là, c'est de jouer 25 minutes en sortie de banc ou pas, peu importe, ça suffira bien amplement.
Allez, dernier match de la nuit, c'était la victoire de Boston à Brooklyn, 118-110, 41 points de Jason Tatum. Il en avait mis 31 en 31, première ouais. mi-temps. Voilà, il n'a pas forcé derrière, il prend que 9 tirs en seconde mi-temps. Je trouve ça d'ailleurs assez appréciable de me dire qu'il n'a pas forcé derrière alors qu'il Mm. avait déjà mis 31 points. Donc 41 points de Tatum, victoire des Celtics, tout le 5 majeur des Celtics est à 14 points ou plus. Il n'y avait pas Porzingis, Mm. 14 pour Holiday, 16 pour Horford, 16 pour White et 19 pour Jalen Brown. Et voilà, et victoire contre Brooklyn. C'est la 5e de suite déjà pour Boston qui a un bilan de 42 victoires et 12 défaites. Ouais, c'est propre, hein, ça continue de caracoler en tête de l'Est. Et les Nets sont toujours autant au ralenti, 4 défaites en 5 matchs. Et bah, c'est pas une équipe suffisamment menaçante pour embêter une machine comme Boston, même sans Porzingis. Bon là, il était juste gêné par son dos, il n'y a rien d'inquiétant. On n'est pas sur une blessure très très sérieuse, mais ils sont capables de se passer de lui. Ils remettent ce bon vieux à Horford dans le 5 quand il n'est pas là, et puis ça roule. Donc là, encore une victoire pour Boston. Et Tatum, t'as raison, il est clairement pas obsédé par la quête du MVP, hein, comme d'autres joueurs ont pu l'être avant lui. Il le disait en début de saison, c'est pas quelque chose qui l'obsède. Peut-être que ça, à un moment de sa carrière, ce sera un objectif, mais là, c'est pas le cas. Il sait aussi que le paysage de la ligue est compliqué pour lui, avec les espèces d'extraterrestres statistiques qu'il y a. Lui est un peu condamné à être très très fort dans une équipe collectivement très forte aussi, donc c'est très difficile aujourd'hui pour gagner le MVP comme ça. Mais t'as raison, il fait le job, il fait pas trop de bruit et il sait qu'on l'attend en playoff, on attend de le voir donner le meilleur de lui-même en playoff et être un MVP des playoffs à défaut d'être un MVP de saison régulière. Ouais, peut-être ce qu'il y a de mieux pour lui. Je Le pense MVP aussi, des finales vaut plus bien sûr, que le MVP de Enfin non, il vaut pas plus en termes de... Mais bon, ça te dire que tu as la bague qui va avec, quoi. c'est clair. Et Brooklyn qui s'éloigne du play-in au passage, hein. Atlanta, sans même gagner des matchs, va valider sa 10e place à Ouais, l'Est, juste parce que derrière c'est faible et que personne n'a vraiment l'air d'avoir envie de jouer le play-in. c'est ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Ouais. Shai. À part, je sais pas, je réfléchis, est-ce qu'il y a des news vraiment très importantes? Il y en a qu'on a Il y a évoqué les... dans la late qu'on a... hier rapidement, voilà. ouais. C'est vrai, notamment le fait que les Knicks portaient réclamation Mm. après leur défaite contre les Rockets, vu qu'il y a une faute qui a été sifflée incorrectement dans les toutes dernières secondes. Voilà, les Knicks posent une réclamation et espèrent jouer une prolongation contre les Rockets. Nous, ce qu'on se disait hier, c'est que ça a peu de chances d'aboutir quand même, parce que ça poserait un précédent un peu compliqué en termes de jurisprudence, quoi. Ouais, puis t'imagines au niveau de l'organisation, c'est-à-dire qu'à quel moment est-ce que tu fais revenir l'une des deux équipes à l'extérieur. Enfin, elles sont pas situées. Encore si t'as un Knicks-Nets, tu vois, tu dis bon, elles sont dans la même ville, on va trouver un moment pour faire une prolongation, ça peut s'envisager, mais là, Knicks-Rockets, bon, Ouais. et puis effectivement, ça créerait un précédent. Si tu commences à faire ça, tu ouvres la boîte de Pandore et tout le monde va faire des réclamations. Enfin, des équipes font déjà des réclamations d'ailleurs, hein. Ça n'aboutit Ouais. jamais parce que sur le plan du règlement, c'est pas très clair. Là, bon, je pense qu'ils veulent marquer le coup pour pas se faire enfler plus tard, quoi. En gros, je pense que Ouais. pour inciter le prochain arbitre qui aura une décision un peu difficile à prendre contre eux, à plutôt intercéder en leur faveur ou à bien regarder ce qui est en train de se produire. Donc c'est plus ça, tu sais, voilà, tu te rappelles de Jean-Michel Aulas, ton cher président à l'Olympique Lyonnais, il aimait bien mettre des petits coups de pression comme ça à la Ligue pour que les prochaines situations soient plutôt en sa faveur. Ouais, ben, on voit que ça a très bien tourné. Ça a marché longtemps, ça a marché longtemps. Bon, sur ce, Shai, je te Ouais, propose qu'on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. N'hésitez pas à vous envoyer nos questions. C'est vrai qu'on l'a pas fait samedi oui, dernier. Bouclage du MOOC oblige. MOOC que vous pouvez retrouver, nouveau MOOC sur San Antonio que vous pouvez retrouver sur Basket Session. Mais non, envoyez vos questions à l'adresse c'est cqfr.rivers@gmail.com. On y répondra là cette semaine, promis. On fera peut-être même une session un peu plus longue. mhm. Il faudra voir avec Théo. Voilà. Donc, en attendant, bonne journée à tous. Ciao, Bonne ciao. journée, ciao.